Alors, par rapport à tous ces risques, eh bien, quelles sont les solutions envisageables pour la protection des sapeurs-pompiers? Donc, je présente effectivement, typiquement, une représentation symbolique d'un bâtiment, hein, donc, où on va distinguer deux zones. La zone A, c'est une zone à l'intérieur du bâtiment dont les locaux de dégagement sont accessibles aux occupants. Et dans la zone B, donc par exemple la toiture, c'est une zone non fréquentée par les occupants, mais accessible par les sapeurs-pompiers. Donc on va regarder justement dans ces deux zones A et B, quelles sont les dispositions à prendre. Première, disons, possibilité, c'est de faire passer les câbles, je dirais des courants continus, à l'extérieur du bâtiment. Donc, surtout si ceux-ci sont des tensions plus élevées, de 60 volts, eh bien, le fait de couper l'alimentation, disons, des côtés continus ou côtés alternatifs, on voit qu'à l'intérieur de la zone A, il n'y a plus de risque potentiel puisque tout ce qui est sous tension est hors du bâtiment. Donc, ça veut dire que les sapeurs-pompiers peuvent intervenir dans la zone A en toute sécurité puisqu'il n'y a plus de câbles sous tension. Autre solution, c'est de prévoir les câbles. On les fait passer, les câbles continus, à l'intérieur du bâtiment, mais pour éviter tout risque de contact, eh bien, ça veut dire que ces câbles passent à l'intérieur d'une gaine technique protégée type coupe-feu pour laisser le temps aux intervenants de secours d'évacuer les personnes en danger à l'intérieur de la zone A. Donc ça, c'est une solution envisageable, surtout pour des bâtiments neufs, parce que c'est une solution assez coûteuse. Une autre également solution, c'est de pouvoir couper disons, faire passer les câbles dans la zone, je dirais, A, mais de telle sorte que les câbles après coupure, si on met l'onduleur, je dirais, plutôt à l'extérieur de la zone A, le fait de couper le courant continu, toute la partie des câbles courant continu sont hors tension, pardon, les câbles alternatifs sont hors tension puisqu'on coupe, c'est les câbles qui traversent la partie de zone A. Par contre, les câbles courant continu se trouvent en tension élevée, mais en toiture. Donc, toujours possibilité d'intervenir dans la zone A sans risque pour les pompiers. Donc, c'est une solution à mettre en œuvre. C'est bien approprié, surtout quand on a des toitures terrasses, où on peut mettre les onduleurs sur la terrasse. Mais bon, cette disposition n'est pas applicable dans tous les cas de figure. Une autre solution aussi qui est envisageable, c'est de mettre cette fois des micro-onduleurs sur chaque module en toiture. L'avantage, le fait de couper la partie alternative, on supprime toute tension sur la partie dans la zone A, mais le fait également de travailler en très basse tension sur la partie toiture, tous les câbles aussi sont en tension inférieure à 60 volts, donc c'est une tension de sécurité. Donc ça, c'est une solution qui se développe aussi et qui est intéressante. Maintenant, le problème, c'est des difficultés éventuellement de maintenance si on doit intervenir en toiture pour changer les micro-onduleurs, et c'est des coûts plus élevés qu'avec des onduleurs centralisés. Autre solution également envisageable, c'est de faire des coupures courant continu, donc au niveau, à l'entrée, disons, de la zone A, c'est-à-dire quand il y a coupure de la partie alternative, eh bien, il va y avoir une commande pour aller couper dans les boîtes de jonction au plus près des panneaux solaires, donc généralement en toiture, pour couper, disons, l'alimentation du câble DC principal qui rentre à l'intérieur de la zone A. Donc ça, c'est une coupure active. Donc effectivement, on voit qu'il reste des câbles sous tension élevée, mais cette fois c'est en toiture. Par contre, dans la zone A, eh bien, il n'y a pas de risque supposé, en attendant malgré tout quelques minutes
pour être sûr que la décharge des condensateurs en entrée d'onduleur se fasse bien. Donc, voilà également une autre possibilité. Autre solution aussi qui est envisageable, c'est au niveau de chaque module, eh bien, des optimiseurs qui ont non seulement la fonction d'optimisation de la puissance de chaque module, mais également une fonction, disons, de sécurité en cas de coupure du réseau alternatif. Eh bien, ces optimiseurs se mettent en sécurité, c'est-à-dire qu'ils ne délivrent plus qu'une tension de quelques volts en sortie, si bien qu'on arrive à une tension inférieure à 60 volts en cas de coupure de réseau alternatif. Donc ça, c'est également une des possibilités qui permet d'assurer la sécurité sur l'ensemble de la chaîne. Alors, toutes ces dispositions sont indiquées, pas directement dans le guide UTE, parce que le guide UTE C15712 ne parle que des aspects électriques. Donc, l'UTE parle justement des spécificités des services de secours lorsqu'une coupure courant continu est exigée par les services de secours. Là, il est donc bien précisé au paragraphe 12.4 les conditions de mise en œuvre, coupure pour intervention des services de secours, et puis également tout ce qui est étiquetage spécifique pour l'intervention des services de secours. Dans le cas effectivement où il y a besoin d'assurer la coupure, eh bien voilà un schéma type, le schéma de principe, que tant qu'il faut qu'il y ait possibilité de couper d'une part en cas d'intervention ce qu'on appelle l'AGCP correspondant à la consommation du bâtiment, mais également possibilité de couper tout ce qui est la partie production, au niveau de l'AGCP qui est généralement différent si c'est en vente totale, et le fait de couper la GCP, on doit pouvoir de fait couper automatiquement au niveau des modules proprement dit. Ça suppose qu'il y a une commande spécifique. Donc on précise le type de câble, de type CR1, des conditions qui sont bien déterminées dans le guide C15712 quand il y a une coupure exigée au niveau, disons, du champ photovoltaïque. Autrement, un autre guide qui a été également réalisé pour donner des dispositions relatives à la conception et l'installation et la maintenance des installations photovoltaïques. C'est un guide qui a été réalisé par le CNPP, qui est donc un ensemble, disons, de prescriptions réalisées pour, on va dire, des experts de la sécurité, notamment applicables pour les bâtiments industriels, tertiaires et commerciaux. Donc, c'est ce qu'on appelle le référentiel APSAT D20, qui précise donc des recommandations, notamment pour la partie sécurité des bâtiments et la partie incendie. Un autre document donc, qu'il faut vraiment connaître, c'est pour tout ce qui est ERP et GH, c'est les avis de la Commission centrale de sécurité, donc, qui a été réalisé par la Direction générale de la sécurité civile et de gestion des crises, donc niveau national. C'est justement avoir échangé avec les acteurs du photovoltaïque et les ministères de l'Intérieur, eh bien, qui a permis de réaliser des préconisations, donc qu'on appelle les avis de la CCS, qui sont sortis en 2009 et en 2013, et qui a pour but donc de pallier le vide réglementaire lié à la prévention du risque, qui rappelle la réglementation existante, qui présente les choix de solutions pour prévenir le risque électrique côté continu, c'est ce dont je vous ai présenté précédemment, et puis qui propose également un cheminement minimal autour des champs photovoltaïques pour les intervenants, et puis qui propose également une signalétique spécifique pour les intervenants. Donc voilà par exemple, dans le cas de l'instruction technique ou des avis de la CCS, par exemple, des préconisations d'implantation de champs photovoltaïques. Donc, vous voyez ça en bleu sombre, c'est les surfaces occupées par le photovoltaïque. Donc, typiquement, ils préconisent de ne pas dépasser 300 mètres carrés par sous-champ photovoltaïque. Sinon, il va falloir laisser des espaces, typiquement de 90 cm tout autour
de ces sous-champs photovoltaïques. Pareil en termes de distance. Si le module photovoltaïque se trouve en façade, pareil, de laisser des espaces vis-à-vis des ouvrants pour pouvoir intervenir avec des échelles. Voilà, donc il y a un certain nombre de préconisations qui sont faites dans ces documents et qu'il est pertinent de suivre éventuellement cas par cas. Alors pour résumer, il est très important quand même, quand vous avez affaire à des ERP notamment, IGH, notamment de catégorie 1 à 4, eh bien, avant les travaux, il va falloir faire d'abord de tout ce qui est étude de structure validée par une attestation de solidité à froid établie par un bureau de contrôle indépendant. Ça va vous être demandé à un moment donné ou à un autre par les services de secours. Il va falloir réaliser une note technique spécifiant les dispositions de mise en œuvre. Ça, c'est très important aussi, il faudra le préparer. Également, donc, une fois que vous aurez fait ça, il faudra faire bien sûr une demande préalable de travaux classique pour toute mise de photovoltaïque sur bâtiment. Ça, c'est ce que vous déposez en mairie. Mais d'une manière spécifique, il va falloir faire une demande d'autorisation de travaux spécifiques pour les ERP. Et ça, c'est un CERFA différent du précédent, le 13824 notamment, qui va justement, vous devrez donc préciser justement les conditions de mise en œuvre du photovoltaïque. Une fois que vous aurez déposé ça, il va falloir attendre l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité avant de pouvoir intervenir, de faire votre installation. Ça, c'est vraiment important si vous ne voulez pas avoir de soucis. Pourquoi? Parce qu'après travaux, eh bien, il va falloir fournir un rapport de vérification réglementaire après travaux, ce qu'on appelle leur VRAT, effectué par un bureau de contrôle indépendant. Il va falloir modifier des plans situés à l'intérieur du bâtiment, des plans d'intervention pour préciser l'implantation des panneaux solaires et onduleurs, la localisation des points de coupure. Il va falloir poser des signalétiques spécifiques sur les frais de coupure. Et ensuite, il va y avoir l'accord de SDIS qui sera donné après la visite du contrôle de la commission de sécurité. Ça, c'est très important parce que si vous ne répondez pas à ces exigences, eh bien, la commission de sécurité peut très bien interdire l'ouverture du bâtiment, de l'ERP, s'il n'y a pas le respect des préconisations exigées par les SDIS. Donc, pour résumer également, un document qui a été fait spécifiquement pour les sapeurs-pompiers, c'est un document qui est sorti en 2013, où c'était une concertation qui a eu lieu entre la profession, le ministère de l'Intérieur et les différents services des sapeurs-pompiers pour mettre justement un guide à l'usage des sapeurs-pompiers qui rappelle eh bien, les différentes configurations des installations photovoltaïques et les risques associés. Donc voilà, ça c'est surtout à destination des services de secours, mais il est bon que même les concepteurs en prennent connaissance parce que ça résume toute la problématique. Bon, en conclusion, la meilleure protection des sapeurs-pompiers est assurée par les solutions passives. Moins il y a de dispositifs, je dirais, actifs, mieux c'est, parce qu'on n'est pas à l'abri, disons, des dispositifs actifs qui tombent en panne. Néanmoins, s'il y a des dispositions de type actif, c'est-à-dire coupure auprès des boîtes de jonction, il faut donc se rappeler des exigences des guides C15-712. La probabilité de choc électrique des intervenants est quand même, tout compte fait, assez faible avec les équipements d'intervention, que ce soit les vestes, les bottes et les gants. Nicolas, je pense, pourra en parler. En tous les cas, pour la sécurité des pompiers, leur sécurité, les pompiers doivent être formés aux risques électriques, aux spécificités du photovoltaïque, à l'application des procédures d'intervention. Mais une intervention des sapeurs-pompiers sur un bâtiment équipé de photovoltaïque, s'ils sont bien formés, ne devrait être pas plus risquée que d'autres interventions si les procédures sont respectées. Un pompier me disait, moi, je crains le plus en intervention, ce n'est pas tellement le photovoltaïque, c'est plutôt la présence de bouteilles de gaz dans une habitation. Et là, les risques sont beaucoup plus importants. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.
Merci beaucoup Gérard. Donc il y a eu quelques questions sur le chat. Donc tout d'abord sur les connecteurs, il y a eu la question de savoir si, s'il était difficile de trouver des connecteurs de même marque que celui des modules et comment on faisait si on avait des connecteurs qui n'étaient pas de même marque. Effectivement, c'est un gros problème, c'est que chaque fabricant met sa marque, disons, de connecteur et autant de fabricants pratiquement outils de connecteurs. Alors, il y a un certain nombre de fabricants qui utilisent les connecteurs MC4 Stobli, c'est-à-dire les vrais MC4, mais ce n'est pas systématique. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Quand on a une chaîne complète, eh bien, le meilleur moyen, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir les connecteurs équivalents, c'est de couper sur le dernier module le câble avec le connecteur du fabricant et mettre un connecteur que vous maîtrisez, hein, type MC4 par exemple, si vous avez la bonne pince. Et là, vous êtes sûr au moins d'avoir connecteur mâle et femelle de même marque. Il vaut mieux faire ça que de prendre le risque de mettre des connecteurs, même si on vous dira c'est compatible MC4. Ça, c'est pas accepté au niveau de l'UTE et encore de problèmes de sinistre, ça ne sera pas reconnu par les experts.